Et c'est lancé. Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire Legals. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir deux personnes, David et Clémentine, qui travaillent dans le fonds d'investissement Xange, donc spécialisé vraiment sur l'investissement early stage. Et l'occasion de pouvoir faire ce webinaire, c'est de partager également du contenu et du très bon contenu qui a été le travail pendant un certain temps de David, qui est en train de partager justement son écran sur le Series A Blueprint, qui a été vraiment basé sur l'ensemble du portefeuille et des expériences d'Xange depuis des années dans l'investissement early stage, soit du seed, la série A et plus, mais là, c'est de faire un focus vraiment sur tout ce qui est série A, mais comment arriver à la série A, qu'est-ce que la série A, qu'est-ce que ça implique aussi en termes de travail côté fondateur, parce que les rôles évoluent en fonction de la maturité de la société. C'est des éléments qu'on va vous partager ce matin ensemble. Aussi, comment on va pouvoir négocier une série A et quelles sont les différences avec un seed ou un pré-seed même, ou Friends and Family. Évidemment, là, c'est aussi Clémentine qui pourra nous en dire plus sur la partie investissement, qui fait partie de cette équipe de l'investissement côté Xange, et David, lui, pour compléter la partie opérationnelle, parce que toi, David, tu travailles sur cette partie opérationnelle et tu accompagnes les entrepreneurs du portefeuille d'Xange. Pour terminer juste cette petite introduction, évidemment, si les gars, on vous accompagne, nous, sur le volet à la fois stratégique et juridique. On est 150 en tout dans la société, un petit peu plus, entre le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, et on a lancé tout récemment les États-Unis. Donc, on est sur la côte Est, donc à New York. Et donc, si vous avez des fondateurs ou autres qui envisagent de se lancer aux États-Unis ou qui y sont, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis de pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais pour en venir sur la partie française et ce qui nous importe avec euh, ce webinaire ensemble, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner un maximum de contenu pratique et actionnable et de connaissances à la fois sur l'état du marché, parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions depuis 2021. C'est des éléments dont on va parler aussi ensemble sur ce contexte, euh, et aussi les évolutions des rôles et de la stratégie quand on est dans l'équipe fondatrice, entre le pré-seed, le lancement, jusqu'à la série A et après. Mais je n'ai que trop parlé. Maintenant, je vais vous introduire en deux mots. Et merci encore d'être là tous les deux, Clémentine, David. Je vous laisse peut-être un petit mot d'introduction vous concernant. Clémentine, vous commencez? Oui, merci beaucoup Florent. Clémentine, je suis investisseur au sein de l'équipe Xange. J'ai commencé ma carrière en conseil en cybersécurité. J'ai fait ça pendant 4 ans. C'est, un rôle qui m'a permis de mieux comprendre le monde de la tech, et surtout des solutions software, de comment les grosses entreprises, achetaient des solutions software. C'est là où j'ai découvert, une passion, pour la tech. J'ai fait un MBA après ça à New York parce que je suis franco-américaine, donc avant ma carrière, chez Xange et en France, j'étais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Lors de ce MBA, j'ai travaillé avec 2 fonds d'investissement européens qui, eux, se développaient aux États-Unis et maintenant, je suis, investisseur sur l'équipe d'Xange, généraliste, donc plein de sujets, cybersécurité inclus, mais pas que. Et j'ai le plaisir de travailler avec David. David? Bah, merci Clémentine. Donc pour ma part, aussi franco-américain, j'ai également grandi aux États-Unis avant de débarquer en France. Je fais partie de l'équipe Startup Success chez Xange, donc une équipe dédiée à l'accompagnement opérationnel de l'ensemble des participations en portefeuille. Donc on est un peu le bras droit du CEO de 150 personnes au sein du portefeuille qui peuvent nous contacter à tout moment pour répondre à leurs enjeux du moment, que ce soit la recherche du talent, la résolution des problèmes au sein de l'entreprise, la recherche des prestataires, la réponse à une question quotidienne qui concerne la croissance de l'entreprise. Et avant de rejoindre Xinge, j'ai passé pas mal par des startups en région parisienne. Je m'occupais notamment de gérer le marché américain pour une startup hardware pendant quelques années, où j'ai pas mal été missionné là-bas pour déjà commencer à mettre en place tout le go-to-market. Et donc, je suis ravi de faire partie de l'équipe Xinge, très complémentaire à l'équipe investisseur avec Clémentine, où mon rôle est effectivement de soutenir les investisseurs au quotidien et aussi d'être un peu le bras droit de toutes nos CEO, CTO, DRH, DAF, etc., pour leur aider avec toutes les problématiques qui peuvent arriver. Et donc, ce projet, le Series A Blueprint, c'est le fruit d'une longue travail cette année et l'année dernière
où nous essayons de rassembler un peu toutes les informations récoltées grâce à nos interactions avec nos entrepreneurs pour les consolider et les partager avec l'écosystème. Et Peut-être, Florence, si c'est possible, juste 2 mots aussi sur Xange et sur le fonds, pour évidemment, avec ceux qui plaisir. connaissent pas. Donc, Xange, c'est un fonds d'investissement early stage avec plus de 70 boîtes dans le portefeuille. On investit du pre-seed à la série B, des chèques entre 1 et 12 millions d'euros. On a une couverture, pan-européenne avec un deuxième bureau à Berlin, mais également de fondateurs européens qui ont quitté la France et sont aux États-Unis, par exemple. On est sur, notre 4e fonds actuellement, donc ça va faire, quasiment 20 ans qu'on existe. Et c'est à travers, toutes ces interactions avec, nos fondateurs du portefeuille, mais aussi ceux qu'on croise dans l'écosystème, qu'on a pu récolter les métriques qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Il y a de belles lignes dans justement les investissements que vous avez pu faire. Il y a notamment Lydia, il y en a bien d'autres, hein. Donc, je sais pas si vous pouvez en Ledger mentionner. en Ledger, crypto, ouais. Believe, dans la musique, Odoo, le open source ERP, belge qu'on a fait sur le 2e fonds, Welcome to the Jungle, Scelo, 360 Learning. Et récemment, aujourd'hui, un tiers du portefeuille en deep tech, donc des sujets comme la capture de gaz, microsatellites, Aerospace Labs en Belgique notamment. Donc, un portefeuille assez varié, large, dont on est très fier. Et voilà, ça l'image clairement sur cette diversité des investissements. Et comme tu l'as aussi dit, Clémentine, entre le précide jusqu'à la série B, donc voilà, c'est aussi assez vaste comme scope et potentiel d'investissement. Et ce qui permet de nourrir clairement la partie opérationnelle dont tu parles, David, et qui est effectivement dans le recueil, la série B Blueprint, série A Blueprint plutôt. Et vous pouvez le télécharger, évidemment, on vous mettra le lien clairement pour pouvoir le faire sans souci. Mais d'abord, évidemment, nous, l'idée, c'est de pouvoir vous donner un maximum de contenu, comme on se l'est dit, notamment en commençant par ce contexte de l'investissement euh, et de l'évolution qu'il y a pu y avoir. Parce que si on refait un peu allez, pas la genèse du tout, mais si on prend les 4 dernières années en termes d'investissement, on a quand même une bulle assez importante jusqu'en 2021 avec des valorisations assez déconnecté d'une certaine réalité, qui était portée par le fait qu'il y ait des taux qui étaient à zéro, le fait qu'il y avait beaucoup d'investisseurs, que ce soit des investisseurs corporels, que ce soit des investisseurs institutionnels, que ce soit différents types d'investisseurs qui voulaient investir dans la tech, notamment pour ces questions de contexte, que ce soit les taux qui étaient très bas, qui étaient même à un taux zéro. Et ça, il y a eu une correction clairement, on le sait, hein, en 2022, avec une évolution qui a été portée également par des contextes géopolitiques, des contextes inflationnistes. La hausse des taux, évidemment, ça a été clairement un facteur qui a changé la donne sur la logique de l'investissement. Et ça se reflète aussi dans un des éléments que vous partagez dans le cadre du document sur Back to Normality. Je crois que c'est ça le titre de ce graphe. Est-ce que vous pouvez partager justement un petit peu votre sentiment et peut-être corriger ou compléter ce que je viens de dire sur ce contexte? Bah, pour ma part, je pense qu'effectivement, il y a une correction. C'est la première pour nos managing partners chez Xinge qui sont dans le métier depuis plus de 30 ans. Ils ont déjà vu des baisses du marché auparavant, mais pour ceux qui, comme nous, ont rejoint l'écosystème investisseur ou start-up assez récemment, il y avait quand même une bulle qui s'est créée depuis quand même une bonne partie des années 2000, 2010, et donc on arrive quand même à un moment où il y a cette correction qui commence à se stabiliser. On voit quand même qu'il y avait un rebond cette année versus les années précédentes. On est quand même dans une situation qui est peut-être encore un peu meilleure de ce qu'on a vu en 2022, 2019. C'est vraiment le contexte à la fois Covid, inflationniste, taux zéro, etc., qui ont vraiment contribué à cette bulle 2021 et avec les valorisations aussi qui ont bondi. On voit pourtant que les valos peuvent être quand même assez immenses, surtout dans le segment de IA, avec certaines entreprises type Mistral en France qui réussissent à lever des tours de table comme même assez inédites sur le marché européen, mais on verra quand même qu'il y a une
hausse, dans les attentes, des investisseurs, au niveau des tranches seed, série A, qui sont, des investisseurs au niveau général et je pense Clémentine, tu pourras peut-être en dire un petit mot, mais qui restent encore, peut-être plus attentives aux métriques, des startups dans lesquelles ils investissent. Oui, donc juste pour ajouter à ce que David vient de dire et peut-être, sur la prochaine slide, si on parle plus précisément d'une bulle qui explose, ça veut dire que la barre aujourd'hui pour, les séries A est probablement plus haute que ce que c'était en 2021 ou 2020. On a vu une réduction du nombre de startups seed qui réussissent à lever une série A dans les 24 mois qui suivent. Donc on était aux alentours de 30 en 2021 alors que maintenant en 2023-2024, on est plus aux alentours de 12, même si ce chiffre dernièrement j'ai vu est probablement plus proche de 20. Donc on voit une remontée là-dessus, mais clairement, on a plus de difficultés de passer, du Pre-Seed à la série A. Les targets de revenus, donc c'est-à-dire, le chiffre d'affaires, et l'ARR des boîtes en software, est plus élevé pour une série A maintenant qu'il l'était en 2021. Donc en 2021, on aurait peut-être tendance à dire qu'1 000 000 de dollars était le minimum, enfin aux alentours d'1 million. Ouais, c'était le Maintenant seuil c'était le recherché plus haut. seuil. Ouais, maintenant je dirais que c'est vraiment le bas Mm. d'un tour de série A. Donc on a tendance à voir des trucs, plus proches de 2 millions, 3 millions, qui auraient été, enfin qui auraient dépassé, un tour de série A classique en 2021. Et maintenant, on fait plus attention à ce qu'on appelle le burn multiple. Donc, en 2021, on va dire que les investisseurs avaient, enfin posé pas souvent la question de quelle avait été l'intensivité de capital utilisé pour arriver à un certain résultat de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les investisseurs feront attention à quels ont été les moyens utilisés pour arriver à un certain changement en ARR, quel a été, le cash levé et comment est-ce que ce cash a été utilisé. Et donc si je prends un cas très concret, on a récemment vu 2 entreprises donc qui étaient dans des secteurs différents, mais tous les 2 qui proposaient un produit software. Tous les 2 étaient arrivés à peu près en même temps, hem, à 2,5 millions de revenus. Sauf qu'il y en a un qui avait levé, 3 millions, il y en a un qui avait levé 10 millions. Et aujourd'hui, je pense que cette notion-là, elle fait peut-être la différence quand un investisseur, regarde un dossier, de dire en fait, quel a été l'argent qui a été levé et comment est-ce que cet argent a été utilisé jusqu'à présent. Ça, Hem, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur vraiment la logique de sélectivité qu'il y a avec des critères tels que le burn multiple. Bon, déjà, la barre de revenus, souvent, je pense que côté entrepreneur, ce seuil de revenus, c'est celui qu'ils peuvent avoir en tête, mais peut-être pas tant sur les autres chiffres. On va peut-être y revenir aussi, mais pour faire un complément, enfin, en tout cas sur le contexte, et ce que vous disiez tous les deux, notamment ce que tu as dit là, Clémentine, sur on a vraiment un minimum requis sur la série A, et c'est un prérequis, il faut 1 million de chiffre d'affaires pour pouvoir au moins prétendre aller chercher une série A. En tout cas, c'est les clés de lecture qui sont les vôtres côté équipe d'investissement. Et pourquoi aussi, pour revenir au contexte et à la slide juste avant, David, c'est on était sur une logique de croissance euh, aussi dans les précédentes années où c'était peu importe le capital, peut-être pas peu importe, mais là vous me corrigerez, tu me corrigeras Clémentine, mais on pouvait avoir beaucoup plus de moyens et de consommation de ces capitaux qui sont levés dans une logique de croissance, donc il y avait la croissance, c'était positif, mais avec le changement de contexte qu'on a décrit aussi un peu en filigrane là, il y a quand même eu maintenant un paradigme qui a changé sur la logique de croissance remplacée par une logique de rentabilité, de gestion des coûts et de vraiment arriver à une logique plutôt de rentabilité rapide, ou en tout cas de meilleure gestion de ses capitaux, comme tu l'as dit Clémentine, qu'avant. Est-ce que cette logique, bon, peut-être un peu binaire, est juste ou à affiner? Ouais, la réalité, elle est probablement quelque part entre Hmm. ces deux mondes. Un investisseur en VC aura toujours cherché la croissance et même l'hypercroissance. C'est par définition ce qui définit une boîte qui rentre dans le critère de sélection d'un VC. Donc la croissance et la consommation de capital pour cette croissance sera toujours recherchée. Ceci dit, je pense que ce qui a changé, c'est cette notion d'efficacité quand même. Donc peut-être pas aller chercher la profitabilité directement maintenant, mais d'être efficace avec ce qui a été levé et pas dépenser, par exemple, énormément de capitaux sur l'acquisition client, alors que cette acquisition client, enfin,
à moyen terme, ne sera jamais, logique et rentable. Bah, c'est un très bon point et là aussi ce que tu précises, peut-être qu'on peut, aborder et éclaircir ensemble sur tout le monde n'est pas non plus, VC compatible, donc compatible dans la logique de croissance et d'hypercroissance dont tu viens de parler, Clémentine, par rapport au développement de la société. Donc là, c'est vrai qu'on revient dans une logique peut-être un peu plus, allez, jeune, en tout cas un peu plus avant la série A, parce que la série A, clairement, on est déjà rentré dans la compatibilité avec un fonds d'investissement. Donc on va pouvoir peut-être aussi en parler avec la logique qui est celle de changement d'opération et d'étape. Mais avant d'en parler, peut-être pour terminer sur ce contexte ensemble, donc là, on voit clairement que les capitaux déployés, sont revenus à une certaine normalité et le graphe que vous partagez ici, qui est dans votre Series A Blueprint, est clairement explicite, hein. On voit le pic de 2021, notamment Q2, et où on revient sur cette normalité ensuite avec les trimestres qui suivent. Et donc là également, ça se traduit avec la différence entre seed et série A qu'on voit en dessous. Peut-être sur ces chiffres et ces éléments, si vous pouvez donner quelques éléments de contexte sur ce tableau comparatif. Bah, effectivement, donc on, on a vu une baisse assez radicale des tours de financement après le série A, donc série B a quasiment s'est effondré, série C, série D, etc. Donc les financements plutôt late stage growth, etc. Sont quasiment disparus pendant une bonne année, une année et demie entre fin 2022 et presque aujourd'hui. Les séries A aussi, il y avait beaucoup moins de tours de financement en Europe au moins sur ces périodes. Les montants sont restés quand même assez similaires, mais on a vu quand même une concentration de certains de ces tours de financement sur les marchés les plus vifs. Donc ça tournait également autour de UK où le marché est resté quand même assez actif même sur cette période, lorsqu'en Europe continentale on a vu une baisse considérable. Mais c'est vrai qu'effectivement l'accès à ces financements pour les jeunes boîtes qui sont déjà entrées dans le cycle VC était beaucoup plus difficile. Et les attentes d'investisseurs, comme on vient d'évoquer, étaient encore plus sélectives afin que l'argent puisse être déployé vraiment là où les investisseurs pensent que ça sera le plus rentable. Mais pourtant, il y a quelque chose qui mérite d'être noté, c'est qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent à déployer et étaient très sélectifs ces dernières années, mais ils sont quand même dans l'obligation, avec leurs investisseurs à eux, de déployer ces fonds. Et donc, il y a énormément d'argent sur le marché qui va être déployé prochainement, qui est en train d'être déployé. Donc on voit quand même ce rebond sur le dernier trimestre également, même chez nous, où une activité s'accélère sur les derniers 6 mois. C'est un bon teasing pour la suite, ça, en termes d'ouverture et sur les prochains fonds qui peuvent être déployés, mais c'est un bon point. Et si on vient maintenant, après ce contexte-là qu'on a pu donner sur voilà, l'évolution entre 2021 et aujourd'hui, sur un peu ces différences entre le style et la série A, la sélectivité, effectivement, dont tu parles, David, est toujours présente. Et Clémentine, tu peux en témoigner, mais de toute façon, quand vous avez 100 dossiers, c'est uniquement les meilleurs dossiers basés sur les critères qu'on se partagera et que tu nous partageras, mais qui vont être pris et sélectionnés. C'est de toute façon très compliqué de lever des fonds et c'est quelque chose qui est nécessaire forcément pour votre déploiement. Mais on va y revenir maintenant sur la partie, une fois qu'on a peut-être réussi à lever des fonds, sur effectivement, on le voit là de précide si des séries A, l'évolution du rôle d'un fondateur et de l'équipe fondatrice dans cette logique opérationnelle, même des responsabilités. Là, si tu peux nous en dire deux mots, David, et même toi aussi rebondir dessus, Clémentine, parce que clairement, quand on lance une startup au tout début, où on fait tout, on est couteau suisse, versus quand on a fait première levée de fonds, une deuxième, une troisième, avec une série A où on recrute un certain nombre de personnes, des personnes qui sont expertes et meilleures que nous, clairement dans différents domaines. On va changer de rôle, on va passer la main, mais c'est peut-être quelque chose d'intéressant de creuser, de voir en fonction des différentes étapes comment ça fonctionne. Et c'est clairement ce que vous nous partagez dans votre bouquin.
Tout à fait, et c'est vraiment le message au cœur de ce bouquin et tout le travail qu'on avait fait autour. C'est que la série A, ça marque vraiment la passation de une équipe qui fait tout, des founders qui vont quand même toucher un peu à tout, vont pas être spécialisés. Leur temps va être très prise par des questions du run, de l'opérationnel, du quotidien. Le Seria, ça marque la première fois où les fondateurs vont devoir déléguer. Et ce choix de déléguer, c'est pas un choix, c'est une obligation. Il faut à un moment donné déléguer à les tiers, mais ça implique pas mal de changements structurels dans l'organisation de l'entreprise, dans le développement des produits, dans la gestion de la finance, de la tech, etc. Donc, si on prend l'exemple d'une équipe fondatrice, un trio entre un CEO, CTO et potentiellement quelqu'un plutôt finance, plutôt dans le produit, il y aura des rôles complémentaires qui doivent être créés à ce point. Donc, la série A, c'est souvent le moment où on va avoir les premiers recrutements RH, on va voir probablement un renforcement de l'équipe technique, donc souvent avec un Head of Engineering ou quelqu'un juste en dessus du CTO afin que cette personne puisse se focaliser sur la partie stratégique et un peu moins dans l'opérationnel quotidien. Du niveau CTO, CEO, tout l'enjeu, c'est de se focaliser sur la partie plutôt stratégique, la gestion de l'entreprise. Il y aura plus de temps nécessaire pour la gestion des relations investisseurs avec toutes les personnes qui peuvent être au conseil d'administration, parce que c'est souvent là où ça se formalise avec les investisseurs institutionnels comme des fonds VC. Qui leur oblige en fait d'avoir une présence dans la gestion de la boîte au niveau du conseil. Et ensuite aussi une évolution sur la gestion de produits, la gestion stratégique où le fondeur va probablement passer moins de temps à définir toutes les petites fonctionnalités de son produit et suivre ça jusqu'au bout. Et il y aura typiquement à ce moment-là également le recrutement de quelqu'un qui chapeautera un peu la vision du produit, le développement produit avec un product manager, un head of product ou même un chief of staff à ce moment-là qui va permettre aux founders de avoir un peu plus de bande passante pour se focaliser sur les sujets qui sont véritablement importants dans leur quotidien. Et donc on voit cette évolution qui va quand même poursuivre avec les levées successives et avec une entreprise qui croître au niveau de nombre de salariés, etc. Donc, et c'est surtout le rôle de product development, strategy product, strategy leadership. C'est ce rôle-là qui va évoluer pas mal sur le temps parce que c'est aussi vraiment très dépendant du contexte actuel de l'entreprise à ses différents stades de maturité. Mais il y aura toujours une grande partie du temps dédié à la gestion des relations investisseurs, toute la partie fundraising qui viendrait bien sûr un peu sur les temps forts en amont et après les levées. Voilà, donc un petit Bien sûr. clin d'œil sur ces évolutions. Là, c'est ce qu'on observe d'ailleurs très bien avec le graphique que tu nous partages, hein. C'est que on voit la partie levée de fonds et relations investisseurs qui augmente au fil du temps, bah, au fur et à mesure qu'on lève des capitaux, au fur et à mesure qu'on a des nouveaux investisseurs qui rentrent au capital, et au fur et à mesure aussi où bah, ça décline de côté opération et développement parce qu'on recrute les personnes avec les expertises dont tu parlais notamment, qui permet d'inverser cette tendance. Et c'est ce qu'on voit ici. Mais c'est compliqué, non? Aussi, côté équipe fondatrice, c'est pas un chemin linéaire comme ce graphique peut peut-être le laisser entendre, parce qu'il faut arriver aussi mentalement à changer de rôle et à évoluer à chaque fois. Des fois, probablement, vous le voyez, hein, et vous devez être témoin aussi de cette partie sur des fondateurs qui n'arrivent pas à lâcher la partie opérationnelle et qui ont besoin de ça et de se nourrir parce que, bah, en fait, la tendance, la partie investisseur, bah, c'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça, donc qui peut peut-être générer quelques conflits ou en tout cas
les discussions, parce que c'est aussi l'autre slide que tu nous partages sur ces différentes un peu crises dans la croissance du pré-seed, seed et série A, avec ces différents chemins semés d'embûches. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur cette évolution-là qui n'est pas que linéaire? Bah, notre constat, c'est que la croissance d'une start-up dans la tech, surtout dans le contexte actuel, c'est que la croissance n'est pas linéaire, c'est un escalier où à tous les différents paliers, il y aura des problèmes qui vont ralentir un peu la croissance pour un certain moment, jusqu'au point que ces problématiques soient adressées, que les solutions soient trouvées, que les bonnes personnes soient recrutées, que l'équipe soit renforcée, qu'une levée de fonds soit bouclée. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, Florent, c'était sur la question de délégation, c'est nécessaire et en fait, quelque chose qu'on voit très souvent pré-série A ou post-série A, un peu sur cette phase de transition, c'est le burn-out des fondateurs où ils peuvent plus se charger de gérer tous les différents sujets et micromanager l'ensemble des opérations de l'entreprise. Et donc, on encourage fortement à nos dirigeants d'effectivement commencer à réfléchir même en amont de la série A, mais sur la structuration de leur COMEX et de s'assurer qu'ils auront les bonnes personnes dans l'équipe à qui ils peuvent déléguer certaines tâches clés pour se décharger. Et donc, on verra ça, mais effectivement, bon, cette graphique est quand même caricturelle, mais on voit quand même différents paliers sur lesquels on va se retrouver à différents moments. Mais les problèmes ne sont pas exhaustifs et tout peut Ce serait arriver à trop un beau ça, moment. effectivement. C'est clairement la gestion de l'inconnu sur cette partie. Et là, ce dont tu parles sur le founder burnout, on le trouve effectivement sur le graphe avec la petite croix juste avant la série A, comme tu l'as précisé, David. Et il y a aussi, si on part sur le précide sans se les balayer, là, pour le coup de manière exhaustive, ensemble, mais le désalignement entre les fondateurs au début, mais c'est aussi quelque chose qui peut arriver plus tard sur ce point. Effectivement, au début, c'est là où ça se retranscrit peut-être le plus souvent, parce qu'on est voilà, au tout début de l'histoire et bon, c'est pas tout à fait clair sur où est-ce qu'on veut aller. Donc, s'il y a des éléments des alignements de stratégie et autres, bah, ça pose problème sur le développement de la société. C'est une des causes aussi, enfin, une des principales causes de l'échec de start-up, c'est aussi le conflit entre associés. Mais il y a évidemment toute la partie produit et opération et marché. Donc ça, c'est le deuxième point qui est listé ici, hein. C'est vraiment sur le fait de pas trouver son product market fit, même si product market fit viendra probablement plus tard, mais au moins des éléments de traction initiaux sur ce point. Et la question que je vais te poser là, Clémentine, c'est toi, ton rôle dans la partie investissement, c'est aussi de savoir, donc avec de la due diligence, du referral, essayer de déminer un peu tous ces aspects-là, que ce soit au précis de seed et série A. Donc, comment, côté fonds d'investissement, et toi, tu arrives justement à savoir où ça en est, à essayer de dérisquer un petit peu l'investissement et à créer du lien avec l'équipe fondatrice pour être en confiance là-dessus. Heu, Tout d'abord, donc chaque dossier et je pense que chaque entreprise qu'on voit est différent. Et donc en tant qu'investisseur, notre rôle est aussi de comprendre, le marché et le monde dans lequel opère une startup qu'on regarde, avant d'émettre un avis dessus. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure, de boîtes en deep tech dans notre portefeuille. Aujourd'hui, les métriques, qu'on a évoquées pour les séries A, sont très rarement, applicables, aux boîtes deep tech qu'on regarde. Donc, c'est-à-dire on fait des séries A de boîtes deep tech qui n'ont pas encore perçu 1 € de revenus. Et Bien sûr. déjà, en tant qu'investisseur, je pense que la première question à se poser, c'est où est-ce que je me situe dans le cycle de vie de cette entreprise? Dans quelle industrie cette entreprise opère-t-elle? Et donc, par quelle métrique et par quel benchmark puis-je me former une opinion sur le dossier? Et comment je peux faire pour me situer là-dessus? Donc ça, c'est la première chose. Après, enfin, grossièrement, et encore une fois, moi, mon domaine d'expertise est largement dans le software, mais grossièrement, il y a des grandes différences quand je regarde un dossier de Pre-Seed Seed et un dossier de série A.
Sur un dossier de précipitide, il y aura très peu de métriques sur lesquelles baser, ma décision et mon analyse. C'est-à-dire que la plupart du temps, le revenu est en dessous d'1 million d'euros. Les, métriques de revenus, sont limitées à quelques années, si c'est ça. Ce qui veut dire que les décisions et les informations sur lesquelles, on doit se concentrer n'ont rien à voir avec, les analyses financières plus poussées qu'on peut faire pour un dossier de série A. D'habitude, au niveau pré-seed, on va se poser pas mal de questions sur la taille de marché. Donc, si c'est un dossier qui est pré-product market fit, déjà savoir quelle est la taille du marché auquel il s'attaque, quel est le pain point auquel il s'attaque et quels sont les premiers points quels sont les premiers points qui montrent que le problème auquel ils s'attaquent est un problème réel, existant et avec lequel ils vont pouvoir construire une entreprise. Donc je dirais que métrique de côté, ça c'est vraiment ce sur quoi je me concentre quand j'étudie un dossier précipitide et après sur l'équipe fondatrice, bien sûr. Donc qui est la personne qui s'attaque à ce problème et comment cette personne a un avantage injuste par rapport au problème, quelles sont les informations que eux ils ont que peut-être le grand public n'a pas, et comment est-ce que ça va avoir influence sur le succès de la startup. Après, sur la série A, donc, comme on disait, là, on a un peu plus de data, un peu plus de métriques sur lesquelles baser notre analyse. D'habitude, l'entreprise a grossi, donc ils sont entre 30 et 70 personnes. L'ARR est entre 1 et 5 millions d'euros, donc on a plusieurs années de données financières sur lesquelles baser notre analyse. On peut regarder comment est-ce que les contrats clients ont évolué avec le temps, combien de temps les clients durent, à quoi ressemble le business model. D'habitude, c'est des questions auxquelles l'entreprise a déjà répondu. À quoi ressemble la croissance? Donc, quelle est la croissance de mois en mois? Quelle est la vélocité et la rapidité à laquelle pardon, mes écouteurs. Ouais, je crois qu'on t'entend mal. Clémentine, est-ce que tu peux... Ça va revenir, c'est les joies du direct, ça. Mais effectivement, c'est des bons points. Là, je crois que si tu réessayes, oui, Vous m'entendez? vas-y. Ouais, Oui. c'est mieux. Désolée, Merci. il y a un problème d'écouteur. Non, je Pas de souci. disais que on a de la donnée pour commencer à tirer des conclusions sur la croissance et la vélocité de croissance de l'entreprise, qui sera très importante. Comme je dis, en VC, on est toujours dans une logique d'hypercroissance. Et c'est avec de la donnée qui date de plusieurs mois et de plusieurs années qu'on est capable d'avoir de la preuve de cette croissance. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en tant qu'investisseur, les questions qu'on se pose ne sont pas pareilles, que ce soit du pre-seed seed ou de la série A. L'analyse de dossier n'est pas pareille parce que à la série A, on a plus de métriques et plus de données pour pouvoir formuler une décision. Mais ceci dit, chaque cas est différent, chaque dossier est différent. Et notre rôle en tant qu'investisseur est avant tout de se poser sur l'industrie et le dossier en question et savoir quelles questions poser avant de formuler une opinion. C'est un très bon point sur l'analyse justement des secteurs parce que, et tu l'as justement dit, évidemment, quand on est dans une société deep tech qui est peut-être aussi dans une logique de développement de biotech, ça prend du temps avant la mise sur le marché. Évidemment, il y a plusieurs années de recherche et développement qui vont devoir avoir lieu avec différentes phases. Et donc, comparativement à un logiciel type SaaS, donc avec logique d'abonnement et de déploiement peut-être très rapide sur un marché donné, on ne peut pas avoir ces mêmes logiques de comparaison. Et c'est les clés de lecture que vous avez, et ce que tu viens de préciser, Clémentine. Mais on revient quand même sur quelques fondamentaux sur le pré-seed et seed versus série A avec ces données chiffrées et de comment vous pouvez avoir cette visibilité. Et ça se traduit également d'un point de vue assez pratique sur la due diligence que vous pouvez mener, donc qui est justement cette recherche un petit peu et des échanges initiaux avant puisse y avoir une lettre d'intention. De votre côté, d'un point de vue assez pratico-pratique, comment ça se passe entre le précis et seed? La due diligence, ça revient un peu à ce que tu as dit, ou il y a d'autres éléments peut-être à ajouter dans cette seed versus série A? Ouais, je dirais que sur la série A, les données qu'on reçoit sont beaucoup plus fournies. Donc d'habitude, la data room a plus d'éléments. Et donc du coup, nous, enfin, notre analyse, je dirais, elle est quasiment à 50% sur la partie financière et sur l'historique financier.
donc sur les années où l'entreprise a existé, qu'est-ce qu'elle a fait avec le capital, comment est-ce qu'elle a grandi, à quoi ressemble la croissance aujourd'hui et quel est ce potentiel-là. Alors que sur du pre-seed seed, je dirais comme on a moins de ces données-là, on passe moins de temps sur la data room, plus de temps à se projeter éventuellement sur le marché, plus de temps à s'interroger sur à quel point le problème qui est identifié par le fondateur est un problème réel, un problème avec de la profondeur. À quoi ressemble le paysage concurrentiel? Est-ce que c'est un paysage où il y a déjà des acteurs qui seront probablement difficiles à avoir en face? Est-ce que c'est un marché avec de la place? Est-ce qu'au contraire, c'est un marché avec personne qui opère dedans? Ce qui parfois n'est pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire que peut-être qu'il y en a certains qui ont tenté, qui n'ont pas réussi, ou peut-être que du coup, il y a une profondeur de marché qui n'est pas là. Donc ça, c'est plutôt des questions qu'on se pose et qui sont moins dépendantes des métriques qui sont fournies par les fondateurs et par l'entreprise. Et c'est ce qui explique aussi que certains fonds d'investissement ont des thèses vraiment définies dans tel ou tel secteur. Et là-dessus, pour Xange, comment ça se passe? Donc tu disais, hein, c'est assez agnostique, et notamment toi, ton rôle avec les différents secteurs, mais vous en avez peut-être des secteurs que vous ne souhaitez pas, ou au contraire des secteurs que vous privilégiez. Et si oui, ce serait quoi? Alors nous, on est un fonds généraliste. Avec le temps, on a évolué plutôt vers des solutions B2B. Donc on a fait plusieurs investissements en B2C, mais avec le temps, on a réalisé que là, on s'y connaissait mieux, c'était au B2B. On se concentre sur ça. On n'a pas de préférence entre les solutions software ou hardware. Donc on fait D'accord. du software-enabled hardware. Et notamment, c'est un modèle de pas mal de notre boîte Deep Tech dans le portefeuille. Ça, c'est une particularité d'Xange. Mais aujourd'hui, notre thèse, je pense qu'elle repose sur trois grands axes. Le premier, c'est software verticalisé et software qui est accéléré par l'intelligence artificielle. Donc ça représente une grosse Donc, partie. verticaliser, c'est dans un secteur donné, C'est ça, et on exactement. développe le logiciel qui permet d'adresser, par exemple, le secteur du bâtiment, BTP. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc c'est le cas, par exemple, on a une entreprise dans le portefeuille qui s'appelle Virtuosa qui a développé un software pour les contracteurs et pour le BTP. C'est ce que je définirais comme verticalisé. Après, on a un deuxième pilier qui est tout ce qui est énergie et climat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être moins fait chez Xange, mais auquel on s'intéresse beaucoup aujourd'hui parce qu'on croit au fait qu'il y a énormément d'opportunités dans les solutions d'énergie et de climat pour l'avenir et qu'en tant qu'Européens aussi, on est vraiment bien positionné pour capitaliser sur ces technologies-là. L'Europe et surtout l'Allemagne est très avancée en tout ce qui est décarbonation. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement là-dedans. Et le troisième pilier est tout ce que je disais par rapport à la deep tech. Hmm. Technologie, ce qu'on décrit comme frontier technologies, donc technologie à la frontière de l'innovation. Et là-dedans, on mettra par exemple tout ce qui est space tech, biotechnologie, euh, cybersécurité. Voilà. Et ce qui peut aussi se caractériser sur cette partie deep tech avec de logiques aussi de brevets, là où C'est peut-être ça, dans c'est une logique vraiment SaaS, il n'y en a pas, des modèles à innovation c'est de la rupture. technologique profonde qui créent une nouvelle technologie qui n'existe pas ou qui font une percée par rapport aux standards sur une certaine technologie. Et ce qui revient à ce que tu expliquais avec les différences d'investissement, où on n'attend peut-être pas les mêmes critères, on attend plus de la recherche et développement, des critères où vous avez des partenaires spécialisés dans tel et tel domaine qui pourront avoir des clés de lecture aussi, vous apporter justement des éléments dans votre choix de sélection d'investissement ou pas. Donc là, vraiment, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment opèrent les fonds d'investissement. Et merci Clémentine pour ces éléments et ces conseils. Et ce que tu disais toi aussi, David, après, on voit ce corollaire sur la partie opérationnelle, parce que quand on va lever des fonds, forcément, et qu'on se prépare, et ça revient à la slide que tu partageais, donc au début, on va aller, c'est 10 ou 20% de son temps qu'on va passer sur cette logique de financement, aller trouver des fonds d'investissement ou des business angels peut-être au départ. Ça prend certes du temps, mais on se concentre clairement sur cette partie opérationnelle et développer et aller chercher des clients, tester la solution auprès du marché, prendre des retours utilisateurs, peaufiner tout ça. Est-ce qu'il y a des éléments là, que tu pourrais donner pour compléter un peu ce qui a été dit côté investissement avec Clémentine? Peut-être quelque chose qui est particulièrement important, surtout de mon point de vue,
avec ma vision de l'ensemble du portefeuille qui, comme Clémentine a bien dit, est assez diversifié avec des stades de maturité différents et aussi les secteurs très très différents. C'est que si on revient sur cette illustration des défis que racontent l'ensemble des startups, c'est effectivement des défis communs. Il y a rarement des entreprises qui vont complètement s'écarter une bonne partie de problématiques, ces challenges, parce que ce sont des défis qui sont intimement reliés à la croissance d'une équipe au niveau fondamental. Et donc, les questions qu'on se pose pour une startup dans la SaaS, B2B, qui croît rapidement versus un deep tech qui pendant des années pourra aucun revenu entrant. Bon, il y aura certains aspects de la comptabilité ou de la finance qui ne seront pas les mêmes, mais l'équipe va grandir, la complexité de la gestion de l'entreprise va continuer. Il y aura également des questions d'études de marché, taille de marché, go-to-market, etc., qui arriveront peut-être à différents stades selon l'industrie, selon le secteur et surtout si c'est un deep tech ou non. Et d'ailleurs, je note que dans notre livre, on avait dédié toute une section sur comment la deep tech n'est pas SaaS et que pourtant une bonne partie des recommandations que nous avons incluses dans ce livre sont aussi valables pour ces entreprises-là. Mais il faut avoir un peu ça en tête, que les benchmarks ne sont pas les mêmes, que comme Clémentine a bien dit, l'équipe investisseur va regarder autre chose et un peu dans le contexte marché économique, etc. La boîte va retrouver quelles sont des métriques auxquelles il faut les comparer. Mais de notre côté, surtout dans l'accompagnement de ces entreprises, je peux tout à fait voir qu'une entreprise post-Série A rencontre des soucis de staffing de son COMEX que côté SaaS B2B. Et on va les aider de à peu près la même façon. Les profils peuvent être un petit peu différents. On a parfois besoin de plus de spécialisation du secteur dans la deep tech, lorsque on a des profils peut-être plus généralistes, compatibles sur un grand nombre de différentes entreprises et verticales. Pour toute autre société SaaS, par exemple, c'est une communalité dans le modèle économique. Donc, on va quand même voir que toute société n'est pas identique, mais ils partagent quand même un grand nombre de différentes défis tout au long de leur phase de croissance et ça va pas s'arrêter sur la série A, mais bon, dans le cadre de cet échange, effectivement, on se focalise un peu là-dessus. Bien sûr. Et chaque startup a sa propre réalité. Là, le travail, c'est de savoir comment on arrive à faire ressortir quelques, pas des lieux communs, mais quelques similarités justement dans les difficultés que peuvent trouver ben, les fondateurs et vous hein, qui nous écoutez dans le cadre du développement de votre projet en fonction de la maturité. Évidemment, si on prend un exemple, par exemple, hiring the wrong people, donc de recruter des personnes qui sont pas adaptées, ça va coûter, effectivement, là, c'est au niveau de la série A, mais si on le fait en seed, pareil, ça aura une conséquence tout aussi importante et ça a un coût pour la société, évidemment. Et c'est d'ailleurs c'est Delphine qui nous disait que bon, c'est peut-être pas si caricatural et tu as raison, hein, clairement. Pourquoi? Bah parce que là, on se donne des éléments de lecture sur les principales caractéristiques et aussi les principales difficultés qui sont à avoir en tête et à anticiper pour vous de passer de ces étapes de pré-seed, seed jusqu'à cette série A et ce qui est aussi la clé de lecture des investisseurs et donc que vous partagez, Clémentine et David, sur OK, qu'est-ce qu'on attend à ce moment-là. Et donc, effectivement, si on se faisait une casuistique sur toutes les différentes possibilités en fonction des différents secteurs, il nous faudrait peut-être 4 ou 5 heures ou peut-être plusieurs jours, mais c'est pas l'idée. Au moins, là, on se le partage ensemble. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition avec aussi les questions que vous pouvez nous poser sur le chat. N'hésitez pas à les poser. On va les prendre à la volée si vous le voulez. Et également, pour nous aussi, on peut rater le partage si tu veux bien, David, mais se poser sur, aujourd'hui, on a balayé là les différentes clés de lecture sur, OK, le contexte actuel, les aspects opérationnels avec l'évolution des rôles quand on est dans l'équipe fondatrice et on le voit très bien là, avec les difficultés auxquelles on peut faire face dans ces différentes étapes. Quelles sont les clés de lecture aussi pour toi, Clémentine, en tant qu'investisseuse, avec le choix qui va évoluer en fonction de on lève en pré-seed, seed ou série A? Et
maintenant les secteurs qui sont les plus porteurs selon vous et la tendance, donc tu le disais aussi en filigrane David, hein, donc il y a beaucoup de capitaux qui sont, et ce qu'on appelle le dry powder, donc qui est là, qui peut être déployé. Il y a certes la sélection, donc il y a beaucoup de capitaux apparemment ce que tu dis. Et donc votre sentiment sur l'année qui devrait, enfin, qui arrive, donc l'idée c'est pas de se donner des pronostics comme ça, mais voilà votre sentiment au moins sur cette partie et de ces investissements en termes de secteur et en termes de capacité de déploiement. À toi, Clémentine, je pense que Ah, plus besoin de temps. Ah, si seulement j'avais une boule de cristal, malheureusement, la difficulté, c'est que ouais, c'est très difficile de prédire. Enfin, personne ne sait là où on va. Je pense que ce qui est partagé dans le secteur, donc c'est ce rebond d'activité, mais un rebond avec un regard un peu différent. Il y a une réalité, et c'est une réalité qui est surtout vraie en Europe, c'est qu'aujourd'hui, les sorties de startups sont difficiles. Donc il est difficile de vendre une startup une fois qu'elle arrive à maturité, série D, E. Il y a très peu de sorties. En France, il n'y a quasiment pas d'IPO qu'on peut trouver aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a eu un énorme ralentissement des IPO sur les dernières années. Et donc cette espèce d'embouteillage sur la sortie est un problème pour les founders, mais aussi pour les fonds de VC. Il ne faut pas oublier que les fonds de VC, eux aussi, lèvent de l'argent. Euh, on a des clients également, donc nous on lève de l'argent auprès de ce qu'on appelle nos limited partners, nos LPs, et nos LPs nous confient de l'argent, des capitaux avec la promesse qu'un jour on leur rendra. Et si on n'est pas capable de faire des sorties, on n'est pas capable de faire une pas de partie monétiser du aussi, hein. travail qui nous a été confié. Donc du coup, moi, mes pronostics sur l'année qui est à venir, en tout cas pour les fonds d'investissement, ça sera une concentration sur des stratégies pour arriver à cette liquidité, pour trouver des façons peut-être différentes de vendre des actifs de portefeuille qui arrivent à un stade de maturité qui sont prêts à la vente, mais euh, à cause du marché actuel, ont du mal à arriver à cette étape-là. Euh, et du coup, du côté fondateur, je pense pareil, une certaine créativité par rapport aux fonds levés au fur et à mesure qu'ils évoluent. Donc, plus précisément, par exemple, aujourd'hui, on voit un gros intérêt pour les startups en deep tech par rapport à le gros intérêt qu'on a eu pour le software et le SaaS les années précédentes. Dans les modèles deep tech qui parfois demandent plus de capital, on voit plus de structuration de tours qui combine de la dette et de l'equity. Et de la même façon que nous, en tant qu'investisseurs, on va chercher des façons d'arriver à de la liquidité qui peut-être n'existait pas auparavant, je pense qu'il y aura des boîtes en deep tech qui chercheront des moyens d'accéder aux capitaux qui seront différentes qu'avant et qui seront peut-être pas sur des tours 100% equity comme aux phases du début, comme on a pu voir pour le software historiquement. Donc une adaptabilité en fonction des moyens de financement, la recherche en termes de finalité de pouvoir vous monétiser auprès de vos investisseurs à vous, parce que clairement, ça aussi, c'est des éléments que vous, en tant que fondateur, vous devez avoir en tête. Comment fonctionne un fonds d'investissement, quelles sont leurs attentes, certes d'un point de vue sélection des projets, du financement, de la thèse d'investissement, aussi de la date de création du fonds. C'est ce que tu as précisé tout à l'heure, Clémentine, c'est le quatrième fonds, parce que effectivement, si le fonds aussi est déjà quand même assez âgé, vous, côté fondateur, c'est un élément et un signal sur peut-être qu'il n'y a pas la capacité aujourd'hui à déployer. Donc, c'est bien de pouvoir avoir des contacts et des échanges. Mais voilà, tout ça, c'est des éléments à avoir en tête. Et évidemment aussi tous les aspects opérationnels que tu nous as partagé, David, sur la vie, qui est loin d'être un long fleuve tranquille dans l'entrepreneuriat. Mais ça, vous êtes très bien placé pour le savoir, pour le vivre au jour le jour. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc, si vous voulez échanger, avoir le retour en direct de Clémentine et David sur certains points, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Sinon, eh ben, ce sera une prochaine fois. En Merci beaucoup, attendant, Florent, pour cette animation. Un plaisir d'échanger. eh ben, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux, Clémentine, David, vraiment. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé ces conseils. Il y a des questions généralement qui arrivent quand on fait un peu ce mot de la fin. Et donc là, la première question qui nous est posée par Delphine, c'est sans chiffre d'affaires, donc pré-commercialisation, comment bien se positionner entre le seed des fonds de business angel et des subventions et le côté early VC juste avant la série A. Si j'ai bien compris, donc comment se positionner.
c'est comment on choisit la typologie des investisseurs qu'on va cibler, sachant qu'on ne fait pas encore de revenus. Certes, peut-être on a un Ouais. produit et c'est le Pre-Seed Seed. Est-ce que c'est du VC tout de suite? Peut-être pas. Est-ce que c'est un mélange? Voilà, ça c'est les questions. Est-ce qu'on fait que les BA? Encore une fois, tout dépend un peu du cas. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est et quelque chose que je vois des fondateurs autour de moi qui font, c'est de construire un CRM d'investisseurs avec en tête quels sont les investissements que ces personnes ont fait auparavant qui ressemblent à un business comme le vôtre. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un produit B2C, je vais aller chercher en priorité des investisseurs qui ont fait des produits B2C. Si je sais que c'est des investisseurs qui ont fait des produits B2C alors que ces produits-là étaient pré-revenus, c'est des gens qui vont, par nature et par leur expérience, comprendre mon business model, mes enjeux et qui ne vont pas avoir peur de ça. Aller voir un fonds B2B qui a l'habitude de faire uniquement du software avec un produit B2C, ça va être difficile de convaincre quelqu'un de changer d'avis. Et donc, avoir euh, ce CRM d'investisseurs, quels sont les exemples d'investissements dans le passé, comment est-ce que moi, je compare à ces investissements qu'ils ont déjà fait et qu'ils ont l'habitude de faire, augmentera de mes chances de parler à quelqu'un qui comprend là où j'en suis dans mon stade de développement. Et donc, moi, j'utiliserais ça comme grille de lecture pour se positionner. C'est un très bon conseil et c'est d'ailleurs celui aussi qu'on a l'habitude de recommander côté Céligas parce que, comme tu l'as très justement dit, Clémentine, bah, il faut aller auprès de personnes qui comprennent son business plutôt que perdre aussi du temps et faire un peu de perdre du temps à tout le monde sur on comprend déjà les critères. Et ça revient à ce qu'on s'est dit aussi à l'instant sur connaître les mécaniques des investisseurs, que ce soit en fonction de la typologie des business angels, des groupes de business angels, des family office, des fonds d'investissement, que ce soit early stage ou des fonds d'investissement parce que certains sont positionnés uniquement sur la série B et plus, uniquement sur la série A et plus, à la différence de votre côté, vous, Xange, où vous êtes quand même généraliste et du très early stage à la série A, et voire peut-être un peu plus s'il y a du follow ensuite. Mais ces éléments, c'est clairement des éléments que vous devez avoir en tête si vous voulez chercher des fonds. De la même manière que vous avez fait une étude de marché sur le développement de votre projet, de votre business et autres, pareil sur ce, côté-là, clairement, c'est des éléments qui sont indispensables pour au moins bien cibler et pas passer énormément de temps sur cette partie roadshow qui, on revient là à ta slide de David, sur normalement vous passez entre 10 et 20% grand maximum parce que ce qui compte, c'est votre projet. Mm. C'est de le développer, votre projet et aller courir derrière des investisseurs et donc passer le temps à courir derrière les investisseurs. Mais les investisseurs, ils attendent qu'une chose, c'est que vous démontriez que vous avez déjà une problématique et que les éléments de traction et autres. Bon, vous voyez mon point. Est-ce que vous avez d'autres questions Moi, pour malheureusement, Martine? David et Florent, je vais devoir vous quitter. Non, Euh, mais c'était un mais plaisir. Merci, merci à Clémentine. tout le monde qui nous a écoutés et avec plaisir pour rentrer en relation sur LinkedIn ou autre. À bientôt. Merci, Clémentine. À bientôt. Au revoir. Et je vais pouvoir faire le mot de la fin aussi avec toi, David, et te remercier également, David, pour participer à ce webinaire, pour partager tous tes conseils et également aussi, pour petit rappel, vous pouvez télécharger donc, le Series A Blueprint, donc, sur lequel tu as travaillé, David, pendant un certain temps et qui est disponible gratuitement donc, sur le site de Xange. Donc, il y a plein de bons conseils à voir là-dessus et on espère en tout cas que ça vous a été utile ce webinaire. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de vos projets. Merci encore, David. Merci Très bonne Florent. journée à tout le monde et à bientôt. Salut! Au revoir.